Vous savez, il y a des silences qui en disent plus long qu'une interview entière. Et chez Karine Le Marchand, ce silence-là a duré des années. Parce qu'on parle d'une femme que le public croit connaître depuis tout et à l'aise, un agriculteur perdu au milieu d'un champ comme un invité crispé sur un plateau télé. Née en 1968 à Nancy, devenue l'un des visages les plus connus de M6, elle porte « L'amour est dans le pré » depuis 2010, avec cette façon bien à elle de sembler solide, même quand la vie, en coulisses, ne l'est pas du tout. Être ça qui trouble le plus. Parce que parfois, ceux qui aident les autres à parler de leurs blessures sont justement ceux qui cachent le mieux les leurs. Alors quand on entend aujourd'hui le nom de Liliane Thuram revenir dans l'histoire, on ne parle pas d'une simple romance de magazine. On parle d'une relation qui a laissé des traces, d'un passé que Karine n'a pas étalé à tout va, mais qui a refait surface au fil des années, à travers des confidences, des non-dits et une séparation devenue affaire publique en 2013. Une question se pose. Comment une femme aussi brillante, aussi forte en apparence, a-t-elle pu traverser quelque chose d'aussi lourd sans jamais vraiment tout raconter? C'est ça, au fond, qui me touche dans cette histoire. Pas le scandale, pas le bruit. Mais ce moment très humain où l'on comprend que derrière le visage qu'on voit à l'écran, il y a une femme qui a dû tenir debout pendant que tout vacillait autour d'elle. Parce qu'à 57 ans, on n'a plus tellement envie de jouer un rôle pour faire plaisir au monde. On choisit mieux ses mots, on montre moins, mais quand on parle, ce n'est plus pour séduire. C'est pour déposer quelque chose. Pour refermer une porte, peut-être, ou au moins pour arrêter de faire semblant que cette porte n'a jamais existé. Et entre nous, quand une femme comme Karine Le Marchand finit par laisser entendre qu'elle a traversé une relation presque invivable, je me dis qu'il faut écouter autrement. Pas avec curiosité malsaine, avec un peu de recul et un peu de cœur. Parce que la vraie question n'est pas seulement « qu'est-ce qui s'est passé entre elle et Liliane Thuram ?» La vraie question, c'est peut-être celle-ci. Combien de femmes sourient en public pendant qu'elles s'écroulent en privé? Parce qu'avant d'être ce visage connu de la télévision française, elle est d'abord une petite fille née le 16 août 1968 à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Sa mère est Lorraine, son père est originaire du Burundi. Et très tôt, l'histoire se fendille déjà. Son père quitte le foyer alors qu'elle n'a qu'environ 1 an et demi. Elle grandit donc surtout avec sa mère, sa sœur Agnès et sa grand-mère maternelle. Rien de spectaculaire à raconter en façade. Mais dans ce genre d'enfance, il y a souvent une question qui reste suspendue pendant des années. Qu'est-ce qu'on fait d'une absence pareille quand on grandit? Ce qui me touche chez elle, c'est qu'on sent très vite une femme qui s'est construite sans trop attendre qu'on lui ouvre la porte. À Nancy, elle étudie la harpe et la flûte traversière au conservatoire. Puis, après les épreuves de français du bac, elle quitte sa ville natale pour Paris. À ce moment-là, son rêve n'aidait même pas vraiment la télévision. Elle veut chanter, elle passe par le mannequinat, elle cherche sa place. Comme beaucoup de jeunes femmes qui ont du tempérament, mais pas encore le mode d'emploi de leur propre vie. Et ça, franchement, c'est souvent bien plus courageux qu'on ne le dit. La télé, elle y entre presque par glissement. En 1995, France 3 Île-de-France la repère pour présenter Midi Pile. Puis, dès 1996, elle rejoint TV5 pour animer 24 heures en direct. Là, on commence déjà à voir quelque chose qui ne la quittera plus. Cette manière de parler aux gens, sans les écraser, sans se mettre au-dessus d'eux. Karine n'a jamais eu le ton de quelqu'un qui vient faire la leçon. Elle arrive, elle écoute, elle relance, et mine de rien, elle fait parler. C'est une qualité rare. Et parfois, ceux qui savent le mieux faire parler les autres sont aussi ceux qui ont appris très tôt à cacher ce qui leur manque. Ensuite, sa trajectoire s'installe pour de bon. Pendant plusieurs années, elle devient l'un des visages forts de France 5, avec les maternelles. Puis en 2009, elle quitte le service public pour rejoindre M6. Et là, le vrai basculement populaire arrive. En 2010, elle prend les commandes de l'Amourette dans le Pré. Ce n'est pas juste un changement de chaîne, c'est le moment où Karine Le Marchand cesse d'être seulement une animatrice appréciée, pour devenir une présence familière dans la vie de millions de téléspectateurs. Une voix, un sourire, un regard qu'on reconnaît tout de suite. En 2013, elle est même décorée de l'Ordre du Mérite agricole pour les services rendus à l'agriculture à travers l'émission. Peu d'animatrices peuvent dire qu'elles ont laissé une empreinte aussi nette sur un programme populaire.
Mais derrière cette réussite très visible, il y a aussi la femme, la mère. Karine a une fille, Alia, née en 2002. Et quand elle évoque sa vie privée, on sent chez elle quelque chose de très protecteur, presque instinctif. Comme si l'exposition publique avait ses limites. Comme si tout ne devait pas forcément être livré au regard des autres, même quand on vit sous les projecteurs. Et à vrai dire, je la comprends. Si c'était moi, je crois que je protégerais les miens de la même façon. Parce qu'à force de parler à tout le monde, on finit parfois par ne plus vouloir livrer que l'essentiel. Il y a aussi une blessure plus ancienne, plus enfouie, qui aide peut-être à comprendre son rapport au lien, à l'attachement, à la confiance. Bien plus tard, au cours d'un voyage au Burundi pour TV5 Monde, Karine retrouve la trace de son père, ancien cadre de la télévision burundaise. Ils reprennent contact, mais cette réconciliation arrive tard. Ils meurent environ 2 ans après leur retrouvaille. Là encore, ce n'est pas rien. Retrouver quelqu'un qu'on a longtemps imaginé, pour le reperdre presque aussitôt. Ce genre d'histoire ne fait pas toujours du bruit, mais ça laisse une marque. Une vraie. Et parfois, sans qu'on s'en rende compte, ça change pour longtemps la façon d'aimer, de pardonner ou de tenir debout. Alors oui, quand on regarde Karine Le Marchand aujourd'hui, on voit une femme brillante, à l'aise, connue, installée. Mais quand on prend le temps de regarder derrière l'image, on voit autre chose aussi. Une enfant qui a grandi avec un manque, une femme qui s'est faite presque seule, une mère qui protège, et une personnalité publique qui a appris très tôt que la solidité n'empêche pas les fêlures. Et c'est peut-être là que tout devient plus clair, parce qu'une histoire douloureuse ne tombe pas toujours dans une vie par hasard. Parfois, elle vient se loger exactement là où il y a déjà eu du silence, du manque, ou des blessures qu'on croyait refermées. Et maintenant, la vraie question arrive. Comment cette femme-là, avec ce parcours-là, s'est-elle retrouvée au cœur d'une relation qui allait devenir si lourde à porter? Et puis un jour, ce qui était resté dans l'ombre a commencé à déborder. Au départ, leur histoire avait pourtant tout d'un couple puissant, presque rassurant vu de l'extérieur. Karine Le Marchand, figure montante puis incontournable de la télévision. Liliane Thuram, champion du monde 1998, immense nom du football français. Ils ont partagé plusieurs années de vie commune. Karine dira plus tard que sa fille avait vécu avec lui comme avec un beau-père pendant 8 ans, jusqu'à une séparation brutale en 2013. Dit comme ça, c'est presque sobre. Mais parfois, les mots les plus calmes sont ceux qui cachent le plus de cassés. Ce qui a fait basculer l'histoire dans le domaine public, c'est la rentrée 2013. En septembre, Karine Le Marchand dépose une plainte pour violence conjugale contre son ex-compagnon. L'affaire sort dans la presse, prend tout de suite une ampleur énorme. Et ce qui relevait encore de l'intime devient soudain un sujet national. Quelques jours plus tard, son avocate annonce qu'elle a entamé des démarches pour retirer cette plainte. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, la séparation n'est plus seulement douloureuse. Elle devient publique, disséquée, commentée, déformée. Et ça, honnêtement, c'est une violence en plus. Parce qu'une rupture difficile, c'est déjà un tremblement. Mais une rupture difficile sous les projecteurs, avec des plateaux télé, des gros titres et des versions qui s'opposent, là, on entre dans autre chose. Liliane Thuram, de son côté, a publiquement contesté les accusations et donné sa propre version de la séparation, notamment en octobre 2013 sur Canal+. Plus tard, cette guerre de récits ira même jusqu'aux tribunaux, avec un procès en diffamation perdu par Karine Le Marchand en 2016. Ça ne dit pas tout de la vérité humaine d'une histoire, mais ça montre à quel point cette relation a laissé derrière elle un champ de ruines médiatiques. Ce qui m'interpelle le plus, ce n'est même pas le fracas public. C'est ce que Karine dira des années après, en 2019. Elle expliquera qu'elle avait porté plainte pour montrer à sa fille qu'aucun homme, aussi connu soit-il, ne pouvait avoir ce type de comportement. Et elle dira aussi qu'elle a retiré sa plainte après des excuses, tout en maintenant sa version des faits. Là, on n'est plus dans la petite phrase « people ». On est dans quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus intérieur. Une femme qui, à un moment donné, a voulu poser une limite, aussi pour que sa fille voie cette limite. Et vous savez ce qui est troublant dans ce genre d'histoire? C'est que de l'extérieur, on cherche souvent le grand moment de bascule, la scène, le détail.
la phrase qui expliquerait tout. Alors qu'en réalité, les relations qui abîment ne s'effondrent pas toujours d'un seul coup. Elles usent, elles fatiguent. Elles enferment parfois dans des silences, dans des doutes, dans une forme de confusion que les gens de l'extérieur ne voient jamais. Et quand enfin quelque chose éclate, le public découvre l'incendie, sans avoir vu la fumée des mois d'avant. Si c'était moi, je crois que le plus dur ne serait même pas de souffrir. Le plus dur, ce serait de devoir souffrir et, en plus, entendre des inconnus choisir leur camp comme s'ils regardaient un match. Karine, elle, a continué d'avancer, à travailler, à sourire, à tenir son rôle. Mais quand on revoit cette période avec un peu de recul, on comprend mieux que derrière la femme brillante qu'on voyait sur M6, il y avait aussi quelqu'un en train de traverser une secousse intime énorme. Et ça change le regard. Complètement. Parce qu'au fond, la vraie question n'est plus seulement « que s'est-il passé entre eux ?» La vraie question devient plutôt celle-ci. Comment une femme qui semblait avoir tout maîtrisé a-t-elle réussi à se reconstruire après une histoire qui a mêlé amour, rupture, exposition publique et blessures profondes? Et c'est peut-être là que l'histoire devient encore plus forte. Parce que, après le fracas, il reste toujours la même question. Qu'est-ce qu'on devient une fois que tout s'est écroulé? Quand on regarde la Karine d'avant, celle que le public voyait sourire, relancer, plaisanter, mettre tout le monde à l'aise, on peut imaginer une femme qui croyait encore qu'on pouvait aimer sans trop se méfier. Pas naïve, non. Mais ouverte. Disponible. Avec cette façon d'aller vers les autres qu'on lui connaît depuis ses années à France 5, puis surtout depuis qu'elle a pris en main L'amour est dans le pré en 2010 sur M6. Elle accompagnait les histoires d'amour des autres avec beaucoup de finesse, presque de tendresse, comme si elle croyait encore à l'idée qu'une rencontre pouvait réparer bien des choses. Puis il y a eu l'après. Et l'après, ce n'est pas seulement une séparation. Ce n'est pas juste un nom qu'on ne veut plus prononcer. C'est une manière différente d'habiter sa propre vie. Une vigilance nouvelle. Une armure qu'on ne montre pas toujours, mais qui est là. Chez Karine, on a peu à peu vu apparaître une femme plus lucide, plus cadrée, plus ferme sur ses limites. Pas froide? Non. Mais plus consciente du prix à payer quand on laisse quelqu'un entrer trop loin. C'est ça qui me frappe chez elle. Avant, elle donnait l'impression de tenir les confidences des autres avec une infinie douceur. Aujourd'hui, on sent aussi chez elle la femme qui a appris que la douceur, sans protection, peut coûter très cher. Et pourtant, elle n'a pas basculé dans l'amertume. C'est là que, franchement, il faut lui reconnaître une vraie force. Parce que beaucoup, après une histoire pareille, auraient choisi de disparaître un peu, de se refermer, de faire le minimum. Elle, non. Elle a continué à travailler, à porter des émissions populaires, à rester debout dans un univers où le moindre faux pas se paie cash. Et au fil des années, elle a même laissé voir d'autres fragilités, notamment lorsqu'elle a raconté avoir subi une hystérectomie après la découverte de nombreux fibromes. Là encore, elle n'a pas choisi la posture de la femme invincible. Elle a parlé avec une forme de vérité simple, presque désarmante. Et vous savez, c'est peut-être ça le vrai contraste entre la Karine d'hier et celle d'aujourd'hui. Hier, elle inspirait la sympathie. Aujourd'hui, elle inspire aussi le respect. Parce qu'il y a une différence entre être aimée du public et être regardée comme une femme qui a traversé des choses dures sans perdre complètement sa lumière. Si c'était moi, je crois que c'est ça qui m'épuiserait le plus. Devoir rester digne pendant que d'autres racontent votre histoire à votre place. Devoir continuer à sourire alors que, dedans, tout n'est pas encore réparé. Et malgré ça, elle a tenu. Pas parfaitement, pas comme dans un film. Mais humainement, réellement. On sent aussi que le temps a fait son travail. À 57 ans, Karine Le Marchand n'est plus dans l'âge où l'on cherche à convaincre tout le monde. On n'est plus là pour expliquer chaque blessure, ni pour obtenir la validation générale. On choisit ce qu'on dit, on choisit ce qu'on tait. Et parfois, de briser le silence ne veut même pas dire tout révéler. Cela veut simplement dire « Je n'ai plus envie de porter seul ce que j'ai vécu ». Et ça, c'est immense. Parce qu'au fond, il y a deux façons de survivre à une histoire difficile. Soit on s'endurcit au point de ne plus rien laisser passer, soit on devient plus clair avec soi-même, plus précis, plus libre. Et chez Karine, j'ai plutôt l'impression qu'on est face à la deuxième voie. Une femme moins impressionnée par les apparences. Une femme qui sait que le prestige, la célébrité, le talent, les beaux discours, tout ça ne protège de rien. Une femme qui a peut-être perdu certaines illusions, oui.
mais gagner quelque chose de plus rare encore, le droit de ne plus se trahir pour préserver une image. Et là, il y a une question qu'on devrait tous se poser. Est-ce qu'au fond, les grandes blessures nous cassent vraiment? Ou est-ce qu'elles nous obligent un jour à devenir enfin la personne qu'on n'osait pas être? Dans la suite, j'aimerais justement qu'on s'arrête sur ça. Non plus le scandale, non plus les gros titres, mais ce que cette histoire dit de beaucoup de femmes qui avancent en silence, avec courage, avec pudeur, et parfois avec des cicatrices que personne ne voit. Et c'est là, je crois, que cette histoire cesse d'être seulement l'histoire de Karine Le Marchand. Parce qu'à partir d'un certain âge, on ne regarde plus ces récits comme de simples drames de célébrité. On y voit autre chose. On y reconnaît des silences, des renoncements, des phrases qu'on n'a jamais osé dire, des blessures qu'on a longtemps maquillées sous une vie bien tenue. Karine, au fond, touche autant de monde pour une raison simple. Elle ne renvoie pas l'image d'une femme fracassée. Elle renvoie l'image d'une femme qui a continué. Et parfois, continuer, c'est déjà héroïque. Il y a quelque chose de très fort chez les femmes de sa génération. Elles ont appris à avancer sans forcément tout expliquer. À travailler même quand le cœur n'y est pas. À protéger leurs enfants, leur dignité, leur maison intérieure. Pendant que dehors, tout le monde croit qu'elles vont très bien. Et quand l'une d'elles finit un jour par laisser tomber une phrase un peu plus vraie que les autres, eh bien ce n'est pas juste une confidence. C'est presque un aveu de fatigue. Ou de lucidité. Et entre nous, combien l'ont fait avant elle, sans micro, sans plateau, sans article dans la presse? C'est pour ça que j'ai du mal avec les jugements rapides dans ce genre d'histoire. Les gens adorent demander « Pourquoi elle est restée? Pourquoi elle a parlé si tard? Pourquoi elle n'a pas tout dit ?» Mais la vraie vie ne fonctionne pas comme une discussion sur un canapé. Dans la vraie vie, on doute, on minimise, on espère encore, on pardonne parfois trop tôt. On retire une parole qu'on avait enfin trouvée. Et puis un jour, des années plus tard, on comprend enfin que ce qu'on a vécu avait un nom et surtout un poids. Si c'était moi, je crois que le plus difficile ne serait pas d'avoir été blessé. Le plus difficile, ce serait de me rendre compte, après coup, à quel point j'avais essayé de tenir coûte que coûte. De sauver ce qui, au fond, me faisait déjà du mal. Et c'est là que Karine me paraît profondément humaine. Pas parfaite, pas intouchable. Pas transformée en statue de courage. Non. Humaine. Avec ses contradictions, ses replis, sa pudeur, ses retours au calme, ses silences aussi. Une femme qui n'a pas voulu faire de sa douleur un spectacle, mais qui n'a plus non plus envie de faire croire qu'il ne s'est rien passé. Je trouve ça plus fort qu'un grand discours. Parce qu'au fond, la vraie victoire n'est pas toujours de se reconstruire, comme on dit dans les magazines. La vraie victoire, c'est parfois plus simple et plus belle. C'est retrouver le droit de respirer sans peur. Retrouver sa voix, retrouver ses limites, retrouver cette petite paix intérieure qu'on croyait perdue à jamais. Et puis il y a un autre point qu'on oublie souvent. Une femme qui parle, même à demi-mot, n'aide pas seulement elle-même. Elle aide aussi d'autres femmes à se reconnaître, à se dire qu'elles n'ont pas rêvé, qu'elles n'exagèrent pas, qu'elles ont le droit, elles aussi, de ne plus appeler amour ce qui les a abîmées. Ça, c'est peut-être le vrai message de cette histoire. Pas la chute d'un couple célèbre, pas le goût du scandale, mais cette idée toute simple, toute essentielle, on peut avoir été blessé et rester debout. On peut avoir aimé quelqu'un qui nous a fait du mal et finir par choisir quand même sa propre paix. On peut avoir gardé le silence très longtemps. Puis, un jour, décider que ce silence ne nous protégera plus. Et vous savez quoi? À mes yeux, c'est là que Karine Le Marchand devient plus qu'une animatrice connue. Elle devient un miroir discret pour beaucoup de gens qui, eux aussi, ont dû réapprendre à se choisir. Alors la question, finalement, n'est peut-être pas seulement ce qu'elle a vécu avec Liliane Thuram. La vraie question, c'est celle-ci. Combien de temps faut-il à une personne pour comprendre que survivre ne suffit plus et qu'il est temps, enfin, de se retrouver soi-même? Et il y a encore quelque chose qu'on oublie souvent dans ce genre d'histoire. Ce qui vient après le choc. Pas les grandes déclarations, pas les articles, pas les versions qui circulent. Je parle de l'après ordinaire, celui que personne ne filme, celui où il faut se lever le matin, répondre aux messages, travailler, sourire au bon moment, alors qu'au fond de soi, tout n'a pas encore retrouvé sa place.
Chez Karine Le Marchand, cet après-là me semble presque plus parlant que le reste. Parce qu'elle n'a pas disparu. Elle n'a pas déserté l'écran. Elle n'a pas choisi de se faire toute petite en attendant que le bruit passe. Au contraire, elle a continué à tenir sa place dans le paysage audiovisuel français, alors même que son nom restait associé, pour certains, à cette affaire douloureuse. Et ça, mine de rien, c'est une vraie forme d'endurance. Elle était déjà une figure forte de la télévision, passée par France 5 avec Les Maternelles, puis installée sur M6 depuis 2009, avant de devenir en 2010 le visage incontournable de L'amour est dans le pré. Ce qui est troublant, c'est le contraste. D'un côté, une femme qui aide les autres à parler d'amour, de solitude, de vie à deux. De l'autre, une femme qui a dû apprendre, pour elle-même, que certaines histoires vous laissent surtout du silence arrangé. Et là, il y a presque une ironie de la vie. Avant même d'incarner cette grande confidente populaire, Karine avait déjà animé des émissions qui allaient au fond des choses, qui cherchaient à faire tomber les masques, comme les tabous de... Comme si depuis longtemps déjà, son travail tournait autour de ce que les gens n'osent pas dire. Peut-être que ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'on est toujours un peu attiré par les sujets qui nous frôlent de près, même quand on ne le sait pas encore. Et puis, il y a sa vie de mère. Ça aussi, c'est essentiel pour comprendre le poids d'une telle histoire. Karine a toujours été très protectrice avec sa fille Ohalia, née en 2002. Elle a souvent gardé cette frontière nette entre ce qu'elle offre au public et ce qu'elle protège farouchement. Quand une femme ne pense plus seulement pour elle, mais aussi pour l'enfant qui la regarde grandir, ses décisions ne sont plus tout à fait les mêmes. Ses silences non plus. Ses sursauts non plus. On ne mesure pas toujours à quel point certaines blessures deviennent encore plus lourdes lorsqu'on se demande ce que son enfant verra, comprendra ou retiendra de tout cela. Si j'étais à sa place, je crois que c'est là que tout se jouerait. Pas dans les caméras, pas dans la réputation, dans ce regard-là, le regard de l'enfant. Parce qu'on peut encaisser beaucoup de choses pour soi. Mais dès qu'il s'agit de montrer à son enfant ce qu'il faut accepter ou refuser dans une relation, tout devient plus grave. Et pourtant, malgré les secousses, elle a continué à construire, à avancer, à exister autrement que par ses blessures. Les années suivantes l'ont montrée toujours présente, toujours capable de porter des formats très populaires, mais aussi de traverser d'autres épreuves personnelles, notamment de santé, qu'elle a évoquées plus tard avec une franchise désarmante. Là encore, pas pour se mettre en scène, plutôt pour dire « La vie m'a touché à plusieurs endroits, mais je suis encore là ». Et au fond, c'est peut-être ça qui rend son parcours si parlant pour tant de gens. Pas le glamour, pas le non connu, pas la dimension médiatique, mais cette vérité simple, certaines personnes deviennent plus profondes après avoir traversé l'inconfort, la peur, la honte ou la désillusion. Elles parlent moins fort parfois, mais quand elles parlent, leurs mots pèsent davantage. Alors oui, on peut regarder Karine Le Marchand comme une animatrice célèbre, une femme de télévision, une personnalité publique installée. Mais on peut aussi la regarder comme une femme qui a peu à peu appris une chose que beaucoup découvrent tard. Ce n'est pas parce qu'une relation a compté qu'elle devait durer. Et ce n'est pas parce qu'on a aimé qu'on doit continuer à porter ce qui nous a abîmés. Et là, j'ai envie de vous poser une vraie question. Est-ce qu'on reconnaît vraiment la force d'une personne quand elle triomphe? Ou quand elle réussit, sans bruit, à reprendre possession de sa propre vie? Parce que j'ai l'impression que c'est exactement là que l'histoire devient encore plus intime et encore plus universelle. Et au fond, c'est peut-être ici que tout se rejoint. Pas dans le scandale, pas dans les titres, pas dans les versions qui s'opposent, mais dans ce moment très simple, très humain, où une femme regarde enfin son passé sans chercher à l'embellir, ni à l'excuser. Karine Le Marchand, aujourd'hui, ne donne pas l'image de quelqu'un qui veut régler des comptes. Et c'est peut-être ce qui rend sa parole encore plus forte. On ne sent ni vengeance, ni théâtre, ni volonté d'en rajouter pour attirer la lumière. On sent plutôt une femme arrivée à cet âge où l'on ne parle plus pour faire du bruit. On parle pour se libérer un peu, pour remettre les choses à leur juste place. Pour dire, sans forcément tout détailler, oui, il y a eu une blessure. Oui, il y a eu des choses lourdes. Oui, j'ai avancé avec ça. Et franchement, moi, je crois que beaucoup de gens se reconnaissent là-dedans. Parce qu'à un moment dans la vie, on a presque tous connu une relation, une amitié, une histoire familiale, un lien quelconque qui nous a vidés plus qu'il ne nous a nourris.
Sur le moment, on tient. On serre les dents. On se dit que ça va passer. On se persuade que demain sera plus doux. Et puis, le temps fait son travail. Lentement. Il enlève les illusions. Il remet les souvenirs dans le bon ordre. Il nous force à regarder ce qu'on avait longtemps essayé de contourner. Et un jour, on comprend. On comprend que ce n'était pas normal. On comprend que ce n'était pas sain. On comprend surtout qu'on avait le droit d'attendre autre chose de l'amour. C'est peut-être ça, la vraie force de Karine dans cette histoire. Pas d'avoir été irréprochable. Pas d'avoir eu les mots parfaits au moment parfait. Non. Sa force, c'est d'avoir continué à vivre, à travailler, à sourire, sans laisser cette épreuve définir toute son identité. Elle n'est pas la femme de cette affaire. Elle était bien plus vaste que ça, bien plus profonde, bien plus debout. Et moi, je vais vous dire quelque chose de très simple. Si j'étais à sa place, je ne suis même pas sûr d'avoir eu cette retenue-là. Je ne suis pas sûr d'avoir su garder cette dignité-là. Parce qu'il faut du courage pour affronter une douleur en privé. Mais il en faut encore plus pour la porter quand tout le monde pense avoir son mot à dire. Alors aujourd'hui, en regardant son parcours, je n'ai pas envie de retenir seulement le conflit, ni le tumulte, ni les années abîmées. J'ai plutôt envie de retenir cette image, celle d'une femme qui a traversé une zone sombre sans renoncer à elle-même. Une femme qui a peut-être perdu certaines illusions, mais qui a gagné quelque chose de plus précieux encore. Une clarté, une paix plus exigeante, une façon de ne plus confondre amour et souffrance. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas rien. Parce qu'on peut être connu, admiré, applaudi, et malgré tout chercher encore un endroit où poser enfin son cœur sans danger. C'est peut-être même la quête la plus universelle de toutes. Alors dites-moi, vous, est-ce qu'on devient plus dur après certaines épreuves? Ou est-ce qu'on devient simplement plus vrai? Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait penser à quelqu'un ou à une période de votre propre vie, dites-le doucement dans les commentaires. Je lis toujours vos mots avec beaucoup d'attention. Et puis, bien sûr, pensez à laisser un petit like, à partager la vidéo à quelqu'un qui aime les récits humains racontés sans tapage, et à vous abonner pour la suite. On se retrouve très vite. Et d'ici là, prenez soin de vous. Vraiment.